ñeenti waxtu ci radio Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Vous faites bien d'écouter la radio que vous avez choisi, la RFM. Mesdames, Messieurs, merci. Il est 22h. Voici le journal. Titre de cette édition, Maître Hassan Dioma Ndiaye a du mal à comprendre le limogeage de 2 représentants du Sénégal au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains estime que c'est aberrant qu'ils soient démis de leurs fonctions alors qu'ils n'ont fait que rendre compte du rapport produit par l'État du Sénégal. Halte à l'expropriation de la forêt classée de Balabougou, éleveurs et agriculteurs des communes de Malicounda et Nguyen-Nambour indexent le maire de Sandiara qui, selon eux, s'est permis d'octroyer 1216 hectares à des étrangers. En banlieue de Dakar, le maire des Parcelles Assainies et son directeur de cabinet accusés d'enrichissement illicite et de détournement de 200 millions de francs CFA. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies révèle que le maire Moussa Sy et son directeur de cabinet ont, à travers le programme de bourse en partenariat avec les instituts de formation privés, créé une structure de droit privé pour encaisser les frais de dossier de 40 000 étudiants bénéficiaires de bourse. Quelles sont les chances de l'enfant de Bambali, Sadio Mané, parmi les 30 nominés du Ballon d'Or France Football 2019? Élément de réponse dans la page des sports d'Abdou Diouf Junior. Il y aura le tour du web en classe bonne santé, puis Hassan Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains et l'invité d'RFM Soir. Au menu, 2 représentants du Sénégal au comité des droits humains de l'ONU et le directeur des Sénégalais de l'extérieur, démis de leur fonction. À la technique de ce 22h, Abdou Thiam, bienvenue à toutes et à tous. Seydou Nourouba. Mbour, éleveurs et agriculteurs des communes de Malicounda et Nguyen dénoncent l'exploitation abusive de la forêt classée de Balabougou. Selon eux, le maire de Sandiara, qui ne dispose que de 10 hectares dans la forêt, s'est permis d'octroyer 1216 hectares à des étrangers. Malicounda et Nguyen demandent au chef de l'État de ne pas signer le document de déclassification de la forêt. Abdourahmane Diallo. Des éleveurs et agriculteurs des communes de Malicounda et Nguyen disent non à la déclassification de la forêt de Balabougou. Amadouka, secrétaire général de la maison des éleveurs du département de Mbour. 1216 hectares pour les remettre à des privés pour des cultures dont on ne sait pas l'intérêt. Alors que nous savons que cette forêt-là, c'est un régulateur social puisqu'il sert de refuge pour les éleveurs, mais aussi des milliers de familles y vivent pour l'agriculture. Oui. L'octroi à des partenaires privés ouvre la porte à tous les dérapages possibles. Il évite les conflits entre éleveurs et pasteurs, éleveurs et agriculteurs. Ces habitants de la zone accusent le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, dont la commune n'a qu'une partie minime de la forêt, de vouloir imposer sa loi. Sur les 1216 hectares, je suis sûr et certain que la commune de Sandiara n'a pas plus de 15 hectares. Ces agriculteurs et éleveurs interpellent le chef de l'État, Macky Sall. Nous attirons encore une fois l'attention du président de la République. Parce qu'il y a une réunion qui est prévue demain mardi. Donc la commission nationale se réunit et les directeurs généraux y participeront. C'est sur ce dossier-là. Et après approbation donc de cette réunion, le seul responsable maintenant à signer, c'est le président de la République. Nous lui demandons d'écouter sa population. Nous lui demandons de ne pas signer ce papier-là. Ces habitants des communes de Malicounda et Nguyen comptent utiliser tous les moyens pour lutter contre la déclassification de la forêt de Balabougou. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, vous avez tenté d'appeler le maire de Sandiara et son adjoint, mais leurs téléphones sont dans le vide. Le maire des Parcelles Assainies en banlieue de Dakar et son directeur de cabinet, par ailleurs chef de division et de la formation de la commune, accusés d'enrichissement illicite et de détournement de 200 millions de francs CFA. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies a, à travers le programme de bourse en partenariat avec les instituts de formation privés, pris des preuves. Selon le collectif, le maire et son directeur de cabinet ont créé une structure de droit privé pour encaisser les frais de dossier de 40 000 étudiants pourtant bénéficiaires de bourse, nous dit Ndongoka. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies est formel. Pour le CEDIPA, le maire des Parcelles Assainies et son directeur de cabinet sont pris en flagrance, la main dans le sac, dans le cadre du programme d'octroi de bourses d'études dans les instituts et écoles de formation privées. Mamadou Gueye, vice-président de la commission finance à la mairie des Parcelles Assainies. Cette structure-là perçoit de l'argent sur la base des frais de dossier des bourses. Il n'y a jamais eu de délibération donnant mandat au maire d'installer une structure dans la mairie. Et si
Si on prend comme référence le journal Hibar Parcel, en décembre 2017, ils ont publié plus de 40 000 lettres de recommandation ont été délivrées. Et quand on fait une multiplication arithmétique, on se retrouve avec 200 millions. Vu le nombre énorme de ces bourses, le directeur de cabinet, avec la complicité du maire, ils ont créé une structure appelée Office pour la promotion de l'éducation et de la formation, dont le siège social est le domicile du directeur de cabinet. Celui-là aussi est le titulaire du compte logé dans les livres de la CBAO. Il s'appelle Théodore Djonk Ekwala. Le CEDIPA ne compte pas rester les bras croisés. Selon ses membres, il ne sera plus permis à Moussassi de se sucrer sur le dos de ses administrés. Le conflit d'intérêts est manifeste. Le délit d'initié est avéré. On dira même une association de malfaiteurs. Nous allons informer avec des lettres de dénonciation les structures qui sont là pour faire le contrôle de ces institutions. Ça fait même pas une semaine que cette nébuleuse a éclaté. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies compte poursuivre le combat jusqu'au bout. Nongaka Parcelles Assainies, RFM. Joint au téléphone, le maire des Parcelles Assainies, Moussassi, a préféré répondre par le mépris. Il est 22h06. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Limogeage de 2 représentants du Sénégal au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Maître Assane Dioma Ndiaye, parle d'une décision purement politique. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains dit ne rien comprendre puisque les concernés n'ont fait que rapporter ce que le rapport produit du Palais du Sénégal a stipulé. Maître Assane Dioma Ndiaye, et que nous écoutons au téléphone. Le rapport que le Sénégal a produit ne peut pas être l'émanation de l'imagination personnelle de 2 fonctionnaires. Et en répondant aux questions, M. Kat disait, comme indiqué par le rapport. Donc ce n'est pas un rapport personnel. Dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas reflété le point de vue de l'État du Sénégal me paraît extrêmement inexact parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer une position personnelle. Vous dites que les 2 Sénégalais qui étaient aux droits de l'homme, qui ont été démis de leur fonction, ont carrément dit, comme indiqué le rapport. Donc, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut expliquer cette position, cette décision de les limoger? Inexplicable. Je pense que peut-être le Sénégal ne s'attendait pas à une médiatisation de cette déclaration et surtout à une remise en scène de quelqu'un qui était considéré comme un banni ou un potentiel opposant. Je pense que cette décision, elle est plus politique que rationnelle. Le Sénégal s'est senti, peut-être l'État du Sénégal, mal à l'aise quand on a dit que le Sénégal reconnaissait tort. Peut-être c'est un sursaut d'orgueil mal placé d'ailleurs, mais en aucun cas, ça ne peut pas être un juste procès qui a été fait à des fonctionnaires méticuleux, des fonctionnaires rigoureux. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains et l'invité d'RFM Soir, ce sera en fin d'édition. Et le limogeage de Sori Kaba, Abdoumbaou, porte-parole adjoint de l'APR, met ça sur le compte du pouvoir discrétionnaire du président de la République de nommer et de démettre qui il veut. Toutefois, il précise que le désormais ex-directeur général des Sénégalais de l'extérieur a outrepassé un code de conduite établi par Macky Sall. Abdoumbaou joint au téléphone depuis la France par Ndate Diop. Mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Le président de la République Macky Sall a les prérogatives constitutionnelles de nommer aux fonctions civiles et militaires. La révocation de hauts fonctionnaires, cela ne relève que des prérogatives quand même du président de la République que la Constitution lui donne. Donc, je pense légitimement que le président de la République aujourd'hui de mettre fin aux fonctions de M. Souri Kaba, nous le faisons, nous, en tant que, quand même, comme vous l'avez dit, député, en tant que responsable de l'Alliance pour la République, de constater, mais nous n'avons pas à commenter cela. Maintenant, je voudrais juste dire que, comme certains ont eu quand même à commenter cela ne relève nullement de la déclaration que M. Souri Kaba a eu à faire avant-hier. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Et je pense que dans les jours à venir, vous comprendrez que cela n'a absolument rien à voir. Et avec le régime du président Macky Sall, les séries de limogeage à la suite de sujets d'actualité sont devenus monnaie courante. Les cas Sori Kaba ou Moustapha Ka ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Abdoulaye Diop a bien regardé dans le rétroviseur. C'est un lundi de limogeage. Le chef de l'État a sorti le bâton. Sam Ndiaye Seck et Moustapha Ka ont été démis de leurs fonctions, emportés par les effets collatéraux du cas Karim Wade. Devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme, ces 2 fonctionnaires avaient annoncé l'engagement de l'État du Sénégal à réhabiliter Karim Wade.
Sori Kaba, désormais ex-directeur général des Sénégalais de l'extérieur, lui aussi passe à la trappe. Il paye les frais de sa sortie sur les ondes de la RFM concernant un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. La liste est loin d'être exhaustive car, rappelez-vous, en juin 2019, l'ex-chargé de la communication de la présidence El Hadji Hamidou Kassé a été démis de ses fonctions, victime de sa déclaration sur l'affaire Petrotim impliquant le frère du président, en l'occurrence Aliou Sall. C'était sur le plateau d'une télévision étrangère. Une autre personnalité du pouvoir victime de ses propos, Abdoulaye Ndour, alors d'âge de la présidence de la République, son seul tort, défendre l'engagement des militaires en politique. Autre limogeage retentissant sous le magistère de Macky Sall, celui de l'ex-ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall. Il avait tenu tête à Macky Sall en refusant de signer de contrat liant le Sénégal au groupe Total. L'entreprise française devait faire son entrée dans l'exploitation du pétrole aux côtés du groupe Cosmos. Quoi qu'il en soit, beaucoup de questions taraudent les esprits après les limogeages des deux fonctionnaires et plus particulièrement celui de Sori Kaba, ce qui pousse certains à dire que dans le gouvernement, la paire ou la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall reste l'unique constante, pour ne pas dire l'unique maître. RFM, la radio de toute l'actualité. Seydou Nourouba. Gestion de l'eau, le Sénégal et la Palestine en phase pour un partenariat gagnant-gagnant en collaboration avec l'OMVS. Le Sénégal et la Palestine partagent leur expérience en matière de gestion de l'eau sur une période de 5 jours avec des visites de terrain. Papa Balagay a participé à un panel sur la question compte rendue. Un partenariat gagnant-gagnant, une nouvelle trouvaille pour la Palestine et le Sénégal pour une meilleure gestion de l'eau. Ambassadeur de la Palestine au Sénégal, Safat Ibrahim parle d'échanges d'expériences entre des pays frères, en particulier le Sénégal. Nous avons des points en commun avec le Sénégal, des points de vue topographiques, mais aussi concernant ce problématique de l'eau. Donc nous avons fait recours à ce panel des ingénieurs, techniciens et cadres. Nous voulons que cette expérience soit le déclencheur d'une relation bilatérale dans ce domaine où les deux parties seront bénéfiques les uns aux autres dans les deux sens. Coordonnateur de la cellule OMVS et OMVG au ministère de l'eau et de l'assainissement, Youssoufa Kamara estime que l'un des défis majeurs reste la gestion sobre du liquide précieux qui se raréfie face à la forte demande. Et donc ils ont une certaine connaissance donc, qui peut être quelque part quelque chose de pertinent pour nous. Donc en termes de technique en matière d'irrigation, en matière de gestion de l'eau. Donc c'est des expériences qui pour moi peuvent être bénéfiques pour notre pays. Même si l'OMVS a réussi sa politique d'irrigation et la création du barrage anti-sel, Dr Mamadou Diaby, son secrétaire général, avoue que le déficit de finances reste une équation à résoudre face aux ambitions de mettre en œuvre des projets structurants. La première difficulté, c'est la question de la ressource financière. Nous initions beaucoup de projets et la question de la ressource financière est la plus importante en matière de contraintes. Pour le reste, avec le personnel que nous avons, qui est bien qualifié, et la sensibilisation, etc., nous arrivons quand même à surmonter les autres. Identifier ensemble les défis de l'heure et comment gérer l'eau de manière efficiente, la Palestine a dépêché près d'une dizaine de techniciens dans le cadre de cette visite échange au Sénégal. Mieux positionner et rendre plus attractive la Casamance, la réflexion a démarré à Sédhiou. Une démarche qui compte d'ores et déjà sur le tourisme avec l'appui de l'agence sénégalaise de promotion touristique, un atelier de formation, d'information et de mobilisation sur le marketing territorial et la construction d'une stratégie d'attractivité de la Casamance est tenue à Sédhiou. Max Kamfani. C'est une démarche innovante et qui peut être payante et réussir facilement à rendre plus attractive la Casamance si tous les acteurs concernés se mobilisent autour de cette idée de marketing territorial. Mamoudou Lamine Sora, secrétaire exécutif de l'entente interdépartementale de Ziguinchor. On peut, au niveau international, partir d'une simple signalisation, dire voilà le produit qui provient de la Casamance. C'est ce que nous tentons de construire et nous savons qu'on peut vendre la Casamance à travers celle-là. Quand nous développons cette démarche qui est innovante,
importante et qui aujourd'hui au niveau du Sénégal vient d'être démarrée effectivement en Casamance. Une stratégie d'attraction de la Casamance qui n'est pas seulement d'ordre touristique mais concerne aussi bien l'agriculture, le secteur culturel et autres. Oumou Dia, directrice du développement de l'offre touristique. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Sédhiou qui est une destination, la première en matière de production d'anacarde, la deuxième, la production de bananes. Vous alliez ces forces à ce que possède Ziguinchor et ce que possède Kolda, déjà c'est extraordinaire. Donc on prend les forces de chaque destination et on les allie. Et ces forces peuvent être d'ordre touristique ou d'ordre culturel ou d'ordre résidentiel, mais c'est toutes les filières de l'économie. Dans cette perspective, l'adjoint au gouverneur en charge du développement Modou Dieng préconise même l'intégration du tourisme religieux vu la particularité de la région dans ce sens. Que le tourisme religieux soit intégré parce que je vois que la région de Sédhiou abrite beaucoup de foyers religieux. Donc en parlant de tourisme balnéaire et autres au niveau de la région, nous, à notre niveau, on a quand même une dimension touristique en matière religieuse. Ainsi, cette démarche vise donc à mieux positionner la Casamance dans divers secteurs économiques. Sédhiou, Max Euclide Kamfani, RFM. C'est la fin de la première partie de ce 22h. RFM Sport. Et nous accueillons Abdou Diouf Junior pour la page des sports. Bonsoir Abdou. Bonsoir El Hadji Saïd Nourouba. Ballon d'or France Football 2019, 2 Sénégalais parmi les 30 nominés. L'attaquant des Lions du Sénégal et des Reds de Liverpool, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly figurent sur cette liste. Les Sénégalais auront fort à faire face aux éternels Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Virgil van Dijk et Alisson Becker sont également sur cette liste. Au total, 5 Africains sont sur cette liste des 30 nominés. Outre les Sénégalais, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, on y retrouve Mohamed Salah, l'Égyptien, l'Algérien Riyad Mahrez et Pierre-Emerick Aubameyang, le Ghanéen. Le Gabonais plutôt, on note l'absence du Marocain Ziyech de l'Ajax Amsterdam. L'absence également du tenant du titre, Luka Modric. Liverpool compte plus de... Ouais, il n'a pas bien marché la saison dernière avec son club du Real Madrid sur l'année civile surtout 2019. Liverpool compte le plus grand nombre de joueurs nominés: Sadio Mané, Mohamed Salah, Alisson Becker, Wijnaldum, Firmino et bien sûr Virgil van Dijk. Tous vainqueurs de la Ligue européenne des champions. 4 Français sont sur cette liste: Benzema, Mbappé, Lloris et Antoine Griezmann. Aucun Espagnol sur cette liste, Al-Hadji Seydou Nourouba. C'est une toute première depuis 1993. On note aussi l'absence de Neymar. La Ligue 1 française représentée donc par 2 seuls joueurs. 2 joueurs du Paris Saint-Germain d'ailleurs, Marquinhos et Mbappé. La première ligue anglaise a tout raflé. Représentée par 16 joueurs, reste donc cette première ligue anglaise le championnat le plus relevé en Europe. Alors, Sadio Mané face à des concurrents sérieux, le lion, l'enfant de Bambali, peut-il dompter les monstres? L'international sénégalais va faire face aux 2 extraterrestres. Lionel Messi, sacré à 5 reprises au même titre que son éternel rival Cristiano Ronaldo. Virgil van Dijk, auteur d'une excellente saison avec Liverpool, coéquipier de Sadio Mané aussi. Entre autres, l'attaquant de Liverpool a pour autant beaucoup d'arguments à faire valoir. Mamadou Diagne. Considéré comme le grand favori du Ballon d'Or africain, l'international sénégalais Sadio Mané fait partie des nominés pour le Ballon d'Or France Football 2019. L'attaquant sénégalais doit sa nomination grâce à ses performances. En effet, il a terminé 2e avec Liverpool en Premier League en terminant comme meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations. Il a aussi remporté la Ligue des Champions avec son club et vice-champion d'Afrique 2019 avec le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. L'international sénégalais est en compétition avec les quintuples ballons d'or, à savoir le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi, sans oublier son coéquipier Virgil van Dijk. Mais il peut compter sur l'irrégularité de Lionel Messi en début de championnat à cause des blessures et des contre-performances en équipe nationale. Étant vainqueur de la Ligue des Champions, Sadio Mané peut aussi garder cet avantage devant Cristiano Ronaldo, éliminé en quart de finale avec la Juve
Juventus, même si ce dernier continue de battre les records. Néanmoins, l'enfant de Bambali a un adversaire de taille face à lui, le néerlandais et défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk, qui, comme Sadio Mané, est aussi vainqueur de la Ligue des Champions en plus d'être meilleur joueur de l'UEFA 2019, joueur de l'année PFA du championnat d'Angleterre 2019, et il fait partie même des 11 meilleurs joueurs FIFA de l'année où Sadio Mané a brillé de par son absence. C'est donc le début du suspense. Le vainqueur sera connu au soir du 2 décembre prochain. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Donc on croise les doigts. Oui, on croise les doigts. En tout cas, pour Sadio Mané, la cérémonie est prévue au Théâtre du Chalet le 2 décembre. Il l'a bien précisé, Mamadou Diagne, dans son papier. Cette fois-ci, David Ginola ne sera pas maître de cérémonie. Il va être remplacé par Didier Drogba. 180 journalistes de 180 pays vont choisir le Ballon d'Or France Football. Et dans cette course au Ballon d'Or, Sadio Mané a forcément besoin du soutien de tout ça. L'ancien ministre d'État Habib Sy est impressionné par l'engagement patriotique des consultants sportifs et anciens internationaux sénégalais, Diomansy Kamara et Habib Beye. Au-delà de l'appel à les soutenir, Habib Sy demande au chef de l'État, Macky Sall, de donner la plus haute distinction à ces deux internationaux sénégalais, anciens internationaux sénégalais, Habib Beye et Diomansy Kamara. Habib Sy, que je vous propose d'écouter, il est joint par Abdoulaye Cissé. J'ai été frappé, j'ai été séduit et admiratif de l'élan patriotique d'Habib Beye et de Diomansy Kamara. C'est sans complexe, c'est sans gêne qui joue même le rôle de directeur de campagne de Sadio Mané. Je me suis dit, au-delà de la personne de Sadio, c'est le Sénégal, notre pays, qui est concerné. Et c'est pour la première fois dans l'histoire du football. Et j'ai pensé qu'il devrait y avoir un temps, soit peu d'engouement, d'effervescence nationale. D'autant plus que maintenant, nous avons deux nominés avec Kalidou Koulibaly. Et pour moi, il est tout à fait normal que l'on accompagne Habib Beye et Diomansy dans ce combat épique qu'ils sont en train de mener, non pas au nom de Sadio Mané, mais au nom du Sénégal. J'ai estimé devoir lancer un appel au chef de l'État, au ministre des Sports, aux adeptes du ballon rond, à tous les Sénégalais pour les encourager et les soutenir. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de la personne de Sadio Mané, il s'agit du Sénégal, notre pays qui nous est si cher. Et il y a eu d'autres nominés pour d'autres trophées. Le trophée Copa France Football, par exemple, qui récompense le meilleur jeune, mettant en lice Vinicius Junior du Real Madrid, João Félix de l'Atlético, Moïse Kean d'Everton, Jadon Sancho de Dortmund, Mathis de Ligt de Juventus, Matteo Guendouzi, le français d'Arsenal, Samuel Chukwueze, qui est nigérian mais qui joue à Villarreal, André Lounine de Real Valladolid, Lee Kang-in, Valence, entre autres joueurs donc, qui vont tenter de remplacer Mbappé, qui a été vainqueur de ce ballon d'or chez les jeunes l'année dernière. Le trophée Yashin, qui récompense le meilleur gardien de but, également est mis en jeu. Une toute première édition qui a mis en lice 10 portiers, dont un seul Africain, le Camerounais d'Ajax Amsterdam, André Onana, 2 Brésiliens, Alisson Becker et Ederson de Manchester City, 2 Allemands, Manuel Neuer du Bayern Munich et Marc Ter André Stegen du FC Barcelone chez les dames. Le Ballon d'Or féminin, on y retrouve 3 Françaises qui jouent toutes à l'Olympique lyonnais, Sarah Bouhadi, Amandine Henry et Wendy Renard, la Brésilienne Marta d'Orlando Pride, les Américaines Alex Morgan d'Orlando Pride également, Megan Rapinoe, et sont très attendues, et Tobin Heath de Portland sont 2 sérieuses candidates au Ballon d'Or féminin. Et la Ligue des Champions qui reprend ses 3 demain mardi. À 18h déjà, de retourner ce match dans le groupe A, le match très attendu surtout par les Sénégalais, le club Bruges de Krépin Diatta et Mbaye Diagne qui accueille Paris Saint-Germain sans Idrissa Gana Gueye blessé, Neymar également. Ce sera à 19h. Galatasaray, Real Madrid est également un match de ce groupe A.
Dans le groupe B, vous aurez le match Tottenham Étoile Rouge Belgrade à 19h, Olympiakos Bayern Munich également. Groupe C, le Dynamo Zagreb se déplace à Shakhtar Donetsk, Manchester City accueille Atalanta Bergame. Dans le groupe D, Bayer Leverkusen ira en Espagne pour y défier l'Atlético Madrid. Le Lokomotiv Moscou va prendre l'avion pour atterrir à Juventus de Turin, ce Juventus de Cristiano Ronaldo, match prévu à 19h. Et nous parlons maintenant des champions européens. 2 matchs qui sont joués en Italie et en Angleterre. En Angleterre d'abord, c'était la fin cet après-midi de la 9e journée. Sheffield a surpris Arsenal 1-0. En Italie, fin de la 8e journée, Brescia 0, Fiorentina 0. Et c'est la fin de cette page des sports. Merci à Abdou Junior. Le tour du web sur RFM. C'est l'affaire d'Oumar Mbaou. Bienvenue. 24 heures après sa sortie sur les ondes de la radio Futur Média, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, a été démis de ses fonctions par le chef de l'État Macky Sall, titre qui barre la une de plusieurs sites. Le site du groupe Futur Média, IGFM.sn, informe qu'il est remplacé par Amadou François Gaye. Hormis Sori Kaba, 2 des collaborateurs de Macky Sall ont été remerciés, titre de Métro Dakar. Moustapha Ka, directeur des droits de l'homme, et Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétariat d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, sont virés. Nos confrères rappellent qu'ils étaient à la commission des droits de l'homme à Genève sur le dossier Karim Wade. Sénégal7.com préjage une pédagogie de l'exemple qui fera taire tout ce qui serait tenté de danser plus vite que la musique, dont le seul chef d'orchestre serait le président de la République. En définitive, Macky Sall a limogé 3 directeurs généraux pour un 3e mandat. Face à la presse cet après-midi, l'ex-maire de Dakar a expliqué comment le Sénégal doit profiter du pétrole découvert dans le pays. Selon Khalifa Ababacar Sall, des mécanismes doivent être trouvés avec les propres moyens du pays pour son exploitation. Information de IGFM.sn. Budset.com fait savoir que Khalifa Ababacar Sall a aussi montré sa solidarité et sa compassion à tous les détenus de Rebeuss. Dans une vidéo du même site, Barthélémy Diaz demande aux Sénégalais d'être vigilants sur le 3e mandat de Macky Sall. Affaire BBC Petrotim, Dakar Actu informe que BP Corporation a blanchi Aliou Sall. 20 millions pour la réhabilitation de la basilique de Popenguine. Sur le soleil, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, invite à un élan de solidarité pour la réfection et la réhabilitation de la basilique des mineurs. Sport, football. Le nom des nominés pour le Ballon d'Or 2019 ont été dévoilés ce lundi. France Football a donné les noms des 30 joueurs pouvant remporter ce titre. La star sénégalaise Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions et vice-champion d'Afrique, en fait partie. Le titre du Ballon d'Or 2019 sera décerné le 2 décembre prochain. Tour du web, c'est fini. Merci à vous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur la situation du personnel enseignant. Un déficit d'enseignants, c'est ce que connaissent beaucoup de localités du pays, comme la région de Kédougou. L'arrivée des nouveaux sortants de la FASTEF n'a pas permis de résorber le gap, nous dit notre correspondant Ibrahima Diabakhate. Les quelques rares sortants de la FASTEF mis à la disposition de l'inspection d'académie de Kédougou ont rejoint leurs postes respectifs. Accueillis par les syndicalistes, ils ont bénéficié de conseils de la part de leurs aînés. Mamadou Setsane est le secrétaire général régional du SAEMS à Kédougou. Mais c'est le Sénégal, hein. Nous sommes appelés à servir partout où le besoin se fait sentir. Donc je ne vois pas d'inconvénient. C'est selon, vous savez, la distance, c'est selon. On peut dire que Dakar est très loin de Kédougou par rapport à quelqu'un qui est à Dakar. Nous qui sommes à Kédougou, on peut dire que Dakar est très loin de nous. Donc il n'y a pas de problème. Je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. Donc le message que je voudrais leur lancer, il faut qu'ils soient humbles, qu'ils sachent qu'ils sont dans une région très jeune. Donc ils ont trouvé aussi leurs anciens, ils n'ont qu'à demander. Donc c'est ce conseil-là que je voudrais le prodiguer. Cependant, pour pallier le déficit d'enseignants noté dans le moyen secondaire, nombreux sont les chefs d'établissement qui se conforment à la lettre circulaire numéro 048-98 du 14 octobre 2010, déterminant les services hebdomadaires du personnel enseignant. Ainsi, les maxima horaires sont de rigueur dans la plupart des établissements, ce qui n'est pas du goût des syndicalistes qui invitent le ministre à recruter davantage d'enseignants. Mamadou Setsane. Mais ils n'ont qu'à recruter, il y a des jeunes diplômés qui sont là. Tant que
d'être recrutés, ils veulent aller partout où le besoin se sentir. Mais l'État n'a qu'à recruter, c'est très difficile. Tu vois des collègues qui doivent avoir 21 heures, ils ont 25 heures, ceux qui doivent avoir 25 heures, ils ont 27 heures, 28 heures. C'est très difficile. Dans cette condition-là, il ne peut pas avoir de bon enseignement apprentissage. La région de Kolda connaît également un déficit d'enseignants. Et là-bas, la principale cause évoquée, c'est que beaucoup d'enseignants ne veulent pas être affectés dans les zones rurales. Abdoulaye Diallo. Kolda est une des régions un peu éloignées de la capitale Dakar. Ils sont nombreux, des fonctionnaires de l'État tels que des enseignants qui sont affectés dans ces zones et qui refusent de regagner leur poste. Selon Maïmouna Diawo, Madame Sabali, surveillante au lycée de Bonkonto situé dans le département de Vélingara, ces enseignants ne sont pas généralement imprégnés des réalités de l'intérieur du pays. Personnellement, si on m'a fait tout de suite à Dakar, je vais douter. Parce que je ne connais pas Dakar. Ça peut être une raison. Un natif de chez nous, on l'a fait à bon compte, il va venir. Mais un natif de Saint-Louis, on l'a fait ici, il va se demander, mais il va douter parce qu'il ne connaît pas la localité. Nombreux sont ceux-là qui évoquent des questions d'enclavement ou de manque de commodité. Mais Mme Sabali rappelle qu'un agent de l'État est dans l'obligation de rejoindre son poste, quelle que soit la position géographique de cette localité dans le Sénégal. Quand on a opté d'être enseignant, on est libre d'aller là où on t'a fait. Il n'y a pas une solution. Si on t'a fait à Fongolimbi, tu dois aller à Fongolimbi. C'est un agent de l'État. Tu dois partir là où on t'a fait. Le Sénégal est seul et qui. Selon le règlement du ministère de l'Éducation, un enseignant en poste dans une zone rurale à Kolda gagne chaque année 4 points. Des points qui permettent à cet instituteur de participer à une compétition à travers le Mirador pour être affecté ailleurs. C'est pourquoi Kolda est qualifié d'une zone de départ à cause des vagues d'enseignants qui quittent chaque année la région pour d'autres localités. D'où le déficit d'enseignants évoqué par les autorités académiques lors de la précédente rentrée scolaire. Et puis, dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un enseignant du département de Podor. Didia Thiam, dit Ousmane, est professeur de sociologie au lycée de Guédé-Chantier. Il appelle ses collègues enseignants à une formation continue. Son portrait signé Mohamed Nabissila. Je m'appelle Didia Thiam, professeur de philo au lycée Guédé-Chantier. Ce volontaire de l'éducation qui a débuté sa carrière en 2006 évoque son parcours avec fierté. J'ai été affecté à l'école élémentaire de Touba-Guène, dans l'arrondissement de Rao. Après, j'ai rejoint l'école maternelle de Sanarolof. En 2011, j'ai été proposé de diriger la nouvelle création de l'école maternelle de Djougo. Mais entre-temps, j'ai eu à m'inscrire au niveau de l'UGB. Depuis décembre 2018, j'ai été muté comme chargé de cours au niveau du lycée de Guédé-Chantier. Il n'était pas facile pour Didia Thiam, plus connu sous le nom de Ousmane, d'allier la vie professionnelle et les études universitaires, surtout en sociologie, où il est titulaire d'une licence. Mais la proximité de son établissement avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis a été une source de motivation pour ce prof de philosophie qui n'a jamais banalisé ses charges professionnelles. En bandoulière sa persévérance, il invite ses collègues à plus d'ambition, seul gage de franchir d'autres paliers. Il y a même des enseignants qui servaient dans le département de Dagana et dans le département de Podor qui ont eu leur maîtrise Master 2 au niveau de l'université Gaston Berger. Mes ambitions, ça ne se limite pas seulement le fait d'être enseignant. Avec le temps, juste après l'obtention de mon Master 2, parce que j'y suis, je dois soutenir d'ici janvier, Inch'Allah. S'il y aura d'autres opportunités qui s'offriront à moi pour que je puisse gravir d'autres échelons. Marié et père de 2 enfants, Didia Thiam est devenu un modèle pour ses jeunes collègues qui apprécient bien sa carrière. Merci à Mohamed Nabissila, à Abdoulaye Diallo et à Ibrahima Diabakate. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DSDOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger.
Bonne santé, Salimataou. Bienvenue. Quand le nouveau-né est atteint d'une paralysie du plexus brachial, des séances de rééducation en kinésithérapie sont préconisées. Une rééducation différente du massage, précise Madame Bey Ndeye Fatou Ndao, major du service kinésithérapie de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Parce que la plupart des gens nous traitent de masseurs, alors que nous, on est des rééducateurs. Le massage, c'est une petite partie de la kinésie. C'est des enfants, on ne les masse pas, mais on les stimule et on les mobilise. Pour cette rééducation, le nombre de séances dépend du niveau d'atteinte des nerfs. Si vous avez une atteinte minime, par exemple, l'atteinte minime la plus fréquente, c'est l'atteinte C5, C6. En général, c'est l'épaule qui est touchée. Et là, si l'enfant a cette atteinte, maximum au bout de 6 mois, l'enfant va retrouver toute la fonctionnalité de son bras. C'est surtout par rapport à la famille, par rapport à la maman qui amène son enfant en rééducation. Des fois, jusqu'à 4 ans, vous suivez ces enfants-là. Vous voyez les enfants, par exemple, tenir leur tête, ramper, s'asseoir, marcher, courir dans le service. L'enfant passe tellement de temps dans le service et celui qui a causé l'élongation du plexus brachial, il a oublié. Les parents doivent être alertes et conduire les tout-petits à l'hôpital dès qu'ils constatent une anomalie. Ndeye Fatou Ndao. Comme le cas de ce patient-là, il ne savait pas que l'enfant avait une paralysie obstétricale du plexus brachial. Il faut que les parents aussi soient vigilants, quand on leur donne leur bébé à la naissance, qu'ils essaient de voir si tout va bien. Parce que des fois aussi, les sages-femmes ou bien les accoucheurs ne disent rien et la femme va rentrer à la maison lors d'un bain, le lendemain ou bien le surlendemain, il va constater qu'un des membres ne bouge pas. Près de 80% des paralysies du plexus, c'est-à-dire celles causées par un étirement, récupèrent spontanément avant l'âge de 3 mois. En revanche, si la lésion est plus grave, cela peut entraîner des paralysies totales. Dans ce cas, une intervention chirurgicale peut être envisagée. C'était tout pour Bonne Santé Bébé. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, l'invité. Merci à vous qui nous suivez sur la radio Futur Média. Nous sommes avec Maître Hassan Diomandjaï. Bonsoir. Oui, bonsoir. Président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Maître, suite aux déclarations tenues par les membres de la délégation sénégalaise au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, comme indiqué dans un communiqué du ministère de la Justice, déclarations qui sont jugées non conformes à la position de l'État du Sénégal. Alors, Messieurs Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, chef de la délégation sénégalaise au comité des droits de l'homme, et le directeur des droits humains. Alors, tous les deux ont été démis de leurs fonctions. Comment est-ce que, en tant que droit de l'homiste, analysez-vous cette situation? D'abord, du point de vue de l'élégance républicaine, je pense qu'un État n'a pas le droit de traiter de cette manière ses fonctionnaires, ses représentants, parce que cette nouvelle, elle est déjà connue, même des membres du comité des Nations Unies. Et ça, c'est le plan international, c'est le plan de la pratique, de la coutume diplomatique. Et c'est pas bien pour l'image du pays de sanctionner aussi froidement et sans raison surtout. Sans raison parce que d'abord le Sénégal n'avait pas le choix. Le Sénégal savait qu'un délai lui avait été imparti, un délai de 180 jours. Et qu'en se présentant à nouveau devant ce comité, le Sénégal était tenu à un devoir d'inventaire, de dire ce qu'il a fait à ce jour par rapport à cette décision du Comité des Nations Unies, ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il entend faire. Et ça, la délégation ne pouvait pas aller sans avoir un rapport, un travail synergique qui a été fait, non pas par M. K et M. Seck, mais par la délégation, par les ministères, par tous les acteurs concernés. Mais quand le ministère dit que les déclarations tenues par ces
par les concernés ne sont pas conformes à la position de l'État du Sénégal. Alors, vous pensez qu'ils ont été démis de leurs fonctions sans droit aucun? Oui, je pense que c'est d'abord injuste, d'abord au regard de la qualité des personnes en cause, mais également c'est injuste de dire qu'ils ont reflété des points de vue personnels. Je dis que vous ne pouvez pas aller devant un comité qui vous a imparti un délai et ne pas avoir préparé quelque chose. Et ce qu'ils ont préparé, le rapport que le Sénégal a produit ne peut pas être l'émanation de l'imagination personnelle de deux fonctionnaires. Et en répondant aux questions, M. K disait, comme indiqué par le rapport. Donc, ce n'est pas un rapport personnel. Dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas reflété le point de vue de l'État du Sénégal me paraît extrêmement inexact parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer une position personnelle. Vous dites que les deux Sénégalais qui étaient aux droits de l'homme, qui ont été démis de leurs fonctions, ont carrément dit, comme indiqué le rapport. Donc, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut expliquer cette position, cette décision de les limoger? Inexplicable. Je pense que peut-être le Sénégal ne s'attendait pas à une médiatisation de cette déclaration et surtout à une remise en scène de quelqu'un qui était considéré comme un banni ou un potentiel opposant. Je pense que cette décision, elle est plus politique que rationnelle. Le Sénégal s'est senti, peut-être l'État du Sénégal, mal à l'aise quand on a dit que le Sénégal reconnaissait tort. Peut-être c'est un sursaut d'orgueil mal placé d'ailleurs, mais en aucun cas, ça ne peut pas être un juste procès qui a été fait à des fonctionnaires méticuleux, des fonctionnaires rigoureux, des fonctionnaires émérites, des magistrats connus et reconnus et qui ont toujours montré un dévouement total à l'égard de leur nation. Et aucun État n'a vocation à brimer ses fils, surtout ces fils qui sont reconnus comme étant parmi les plus compétents. Avant même que la décision ne tombe, le ministère des Affaires étrangères avait démenti ces deux Sénégalais au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il appartient au ministère de la Justice ou au ministère des Affaires étrangères, qui des deux doit jouer son rôle? Est-ce qu'il n'y a pas là une incohérence selon vous? Oui, je pense que depuis longtemps, on n'a plus un État qui parle d'une seule voix et un État dans son acceptation la plus noble. C'est une cacophonie totale et je pense que ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas s'inscrire dans une prévisibilité. Aucun expert ne peut vous dire aujourd'hui que le Sénégal, même de par les communiqués qui sont rédigés, de par les positions, tout le monde relève des incohérences, des inepties. Et je pense que c'est une décadence de l'État en soi. Dans ce cas précis, expliquez-nous qui du ministère des Affaires étrangères ou de la Justice doit prendre la prérogative ou de démentir. Ce qui est constant, c'est que tout ce qui relève des questions de droit international peut être réglé ou en tout cas relève soit de la prérogative du ministère des Affaires étrangères et s'il s'agit de questions juridiques du ministère de la Justice. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est plutôt qu'on présente un rapport, qu'on prépare une rencontre de cette nature et qu'on trace des lignes à défendre, que des fonctionnaires défendent ces lignes et qu'on se démarque de ces fonctionnaires de cette façon, qu'on les accuse d'avoir mené un combat personnel ou d'avoir pris des positions personnelles. Je pense qu'on aurait dû les protéger et même éventuellement s'il y avait des dérapages dans le cadre de l'expression. Qu'est-ce qui a dû déranger selon vous? Qu'est-ce qui a dû déranger dans le propos? Ce qui a dérangé, c'est certainement les commentaires qui ont suivi par la presse et la médiatisation extrême comme quoi le Sénégal aurait reconnu les torts portés à Karim Wade, que le Sénégal reconnaît a posteriori que le procès n'a pas été juste et équitable. Et je crois que c'est peut-être ce qui a poussé l'État du Sénégal à vouloir changer de position après avoir effectivement collaboré, parce que le Sénégal était dans une dynamique de collaboration. Vous ne pouvez pas aller répondre à un comité qui vous avait fait une injonction 6 mois avant ou 1 an en avant et dire que je ne reconnais pas ni ce comité, ni les décisions de ce comité. Cette position me paraît contradictoire. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à un effet boomerang des déclarations qui ont été faites par ces fonctionnaires. Alors, il n'y a pas que ces fonctionnaires qui ont payé les frais de leurs déclarations. Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, a été démis de ses fonctions tout à l'heure par un décret présidentiel, limogé pour avoir laissé entendre que la Constitution est verrouillée et
qu'il est impossible de parler d'un troisième mandat. Fallait-il ne pas se prononcer sur cette question? Mais là, c'est beaucoup plus grave que le cas précédent parce qu'on est dans une situation où il y a une confusion totale entre le parti et l'État. Si on estime qu'au niveau du parti, on a donné des directives comme quoi un débat allant dans tel sens ne se produirait pas, mais là, on n'est pas dans le cadre du parti. On est dans le cadre d'une émission où une personne est invitée à donner son avis. Et précédemment, tous ceux qui se sont exprimés au plus haut niveau, et d'ailleurs même l'ancien ministre de la Justice vous a dit nul ne pourra faire plus de 2 mandats et que la Constitution est verrouillée. Quoi de nouveau sous le soleil? Aujourd'hui, qu'il puisse être sanctionné à partir de ces déclarations, nous paraît évidemment relever d'une frilosité qui n'a pas d'ordre, surtout dans un contexte où dans un pays voisin, ce débat est en train de faire, en tout cas cette velléité de troisième mandat est en train de faire des dizaines de morts, ne serait-ce que de ce point de vue par moralité. Alors le fait que l'État refuse qu'on en parle, est-ce que vous pensez qu'il y a anguille sous roche? Mais c'est l'État lui-même qui a voté, qui a mis en branle cette Constitution, qui verrouille la Constitution à 2 mandats. Quelqu'un qui en parle ne fait que rappeler ce que l'État lui-même a voulu, entendu légiférer et dire qu'au Sénégal, personne ne pourra plus faire 2 mandats. Donc on ne voit pas, à partir d'une répétition, d'une réitération de la volonté de cet même État, comment on peut sanctionner un fonctionnaire. S'il avait commis des fautes professionnel, s'il avait commis des fautes déontologiques, on aurait compris. Mais on est dans le cadre de la liberté d'expression et cette liberté d'expression, il a entendu l'exprimer dans le cadre de la ligne dégagée même par le parti et le président de la République. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on ne comprend plus ce qui se passe au Sénégal. Et je dis que c'est une atteinte à la dignité humaine même. Dire à des personnes, vous n'avez plus le droit de vous exprimer dans tel sens ou dans tel sens, je pense que pour des personnes humaines, des intellectuels, des êtres pensants, des personnes qui sont censées évidemment élever le débat et qu'on les réduise au silence sous peine d'être même demi de fonction républicaine dans un cadre purement privé, évidemment ça dépasse l'entendement et je pense que nous devons nous ressaisir et le pouvoir ne peut pas être une fin en soi. Le pouvoir, on l'acquiert pour servir un peuple et on ne l'acquiert pas pour en faire une fin en soi. Je pense qu'il y a une réelle pathologie par rapport au pouvoir actuellement et je pense que surtout les jeunes générations, ceux qui sont nés après l'indépendance, ne doivent pas avoir les mêmes positions que les dirigeants antérieurs dont les actes ont conduit l'Afrique vers des guerres ethniques, des guerres tribales et surtout des volontés d'épargnement au pouvoir. Je pense que nous devons quand même avoir une autre lecture de la démocratie, montrer, contrairement aux afro-pessimismes. Il faut donner tort aux afro-pessimismes. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aussi bien au Sénégal que dans la sous-région donne raison à ceux qui disent que l'Afrique a un problème pathologique avec le pouvoir politique. Pathologique. Merci à vous, Maître Hassan Dioma Ndiaye. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Et c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Maître Hassan Dioma Ndiaye, que vous venez d'entendre, a du mal à comprendre le limogeage de 2 représentants du Sénégal au comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains estime que c'est aberrant qu'ils soient démis de leurs fonctions alors qu'ils n'ont fait que rendre compte du rapport produit par l'État du Sénégal. Halte à l'expropriation de la forêt classée 2, Balabougou, éleveurs et agriculteurs des communes de Malikounda et Nguyen-Nambour, indexe le maire de Sandiara qui s'est permis d'octroyer 1216 hectares à des étrangers. En banlieue de Dakar, le maire des Parcelles Assainies et son directeur de cabinet accusés d'enrichissement illicite et de détournement de 200 millions de francs CFA. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies révèle que le maire Moussassi et son directeur de cabinet ont, à travers le programme de bourse en partenariat avec les instituts de formation privés, créé une structure de droit privé pour encaisser les frais de dossier de 40 000 étudiants pourtant bénéficiaires de bourse.